Le titre de mon intervention, c'est « Appartenance et territoire au prisme de la religiosité à Tadayun dans la pensée arabo-musulmane actuelle ». Donc, à partir même de titre, je peux dire que je veux m'inscrire dans la tradition scientifique, dans la vision de monde de pluriel, de plateforme plurielle, parce que dès le départ, on fait la différence entre religion et religiosité. Et religiosité, ça veut dire c'est une interprétation, une pratique de la religion parmi d'autres. Donc, c'est pourquoi appartenance et territoire ce sont avec S. Mon intervention se divise en deux parties, en plus d'une introduction et d'une conclusion comme d'habitude. Donc, la première partie va présenter les trois conceptions de la religion islamique, trois religiosités. Deuxième, je vais donner des exemples de discours, des textes fondateurs, des appartenants, des tenants de ces tendances intellectuelles, de ces trois religiosités, et à la fin, une conclusion. Oui. Alors donc, dans la pensée arabo-musulmane, jusqu'à maintenant, on pose des questions qu'on peut qualifier chroniques, comme par exemple, qui sommes-nous? Qu'est-ce que ça veut dire l'islam exactement? Quelle est l'influence de la réponse sur la perception du régime politique? Comment on va vivre ensemble à partir de notre conception de la religion? Quelle est la perception du régime politique et quelle est la conception de l'appartenance du territoire? Ce sont des questions que tous les penseurs arabo-musulmans depuis plus de 200 ans posent jusqu'à maintenant, à partir de 1805, à partir de l'État-nation en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans la pensée arabe-musulmane actuelle ou contemporaine, donc, il y a trois réponses distinctes à ces questions-là. Qu'est-ce que l'islam? Qui sommes-nous? Tout ça. Il y a trois réponses différentes. La première réponse, c'est la pensée d'hétéronomie. La deuxième réponse, c'est la pensée de compromis. Et la troisième réponse, c'est la pensée d'autonomie. On se concerne comment j'ai divisé ces trois pensées. Donc, c'est à partir d'un critère, donc inspiré de Marcel Gauchet. Donc, à partir de l'autonomie de politique et la finalité de religieux. Donc, j'ai découvert qu'il y a trois sortes de pensées dans la pensée arabe-musulmane actuelle et contemporaine. La pensée d'autonomie représentée par l'islamisme holiste activiste et la pensée de compromis, réformisme musulman, et la pensée d'autonomie, libéralisme humaniste musulman. Et vous avez à côté, dans les encadrés à côté, donc les intellectuels analysés avec leurs discours et leurs textes fondateurs. Et vous avez à côté, donc à droite, mon livre sur lequel je base aujourd'hui dans mon intervention, paru en 2017 dans la collection Comprendre le Moyen-Orient à l'Harmattan. Pour aller plus loin dans la comparaison entre ces trois pensées, donc pour le réformisme musulman, la conception générale de l'islam, c'est quoi exactement? L'islam, pour cette tendance, c'est plutôt éthique, c'est une référence plutôt collective, générale. Pour l'islamisme holiste activiste, donc c'est un islam holiste qui dicte tout dans l'espace public, dans l'espace étatique et même dans l'espace privé. Pour le libéralisme humaniste musulman, donc l'islam, c'est une référence plutôt éthique individuelle. Le fil conducteur intellectuel du réformisme musulman, c'est la Renaissance, mais ce n'est pas la Renaissance définie comme c'est défini aujourd'hui matin. La Renaissance, pour le réformisme, ce n'est pas la Renaissance, c'est pour l'islamiste, on va expliquer ça. L'islamisme holiste activiste, c'est as-sahwa, le revivalisme, et pour le libéralisme humaniste musulman, donc c'est la modernité, c'est l'humanité, donc l'homme, l'être humain est au centre de fil conducteur intellectuel de libéralisme humaniste musulman. En ce qui concerne le positionnement par rapport aux autres systèmes cognitifs, le réformisme musulman ouvert avec équilibre, alors que l'islamisme holiste activiste, c'est plutôt fermé. Pour le libéralisme humaniste musulman, c'est complètement ouvert. En ce qui concerne les systèmes politiques, le positionnement par rapport au système politique moderne, le réformisme musulman
il se réconcilie avec, alors que pour l'islamisme holiste activiste, il y a un refus total, parce que voilà, donc la connaissance qui vient d'ailleurs, la connaissance qui vient hors du système islamique, c'est illégitime, donc c'est une question de légitimité de connaissance. L'islam n'a besoin de rien de l'extérieur, alors que pour le libéralisme humaniste musulman, il y a une adaptation sans réserve. En ce qui concerne la particularité culturelle, le réformisme musulman représente une défense positive. Ça veut dire qu'il défend la culture musulmane positivement, alors que pour l'islamisme activiste holiste, il y a une défense régressive vers l'arrière, donc le salafisme, tout ça. Pour le libéralisme humaniste musulman, il y a une adaptation, il croit que la modernité avec ses valeurs, ce sont de l'héritage humain, donc il accepte la modernité sans réserve parce que c'est, en fin de compte, c'est un accomplissement humain à 100%. En ce qui concerne la relativité des idées, donc le réformisme musulman se concilie avec l'islamisme holiste activiste, donc absoluté des idées. Il y a des fatwas à partir desquels ces fatwas dictent tout, donc à partir desquels il y a des idées représentées comme fatwas, donc absoluté des idées. En ce qui concerne le libéralisme humaniste musulman, il y a une relativité des idées à 100%. Alors donc tout ça, ce sont le résultat de mes recherches à partir des centaines de textes et de discours analysés avec des vingtaines des intellectuels d'infiants analysés. En ce qui concerne le mécanisme d'action, donc pour l'islamisme, pour le réformisme musulman, donc plutôt théorique qu'activiste, c'est une tendance théorique. Il n'y a pas d'organisation qui vont avec, comme par exemple dans le cas de l'islamisme. L'islamisme, dès le départ, s'organisait dans des organisations où il y a des hiérarchies, comme les frères musulmans ou autres. Donc l'islamisme, c'est plus activiste que théorique, alors que le libéralisme humaniste musulman, c'est théorique, parce qu'il considère cette tendance intellectuelle, considère chaque organisation divisée en dominants et en dominés, donc pas de domination, donc c'est théorique, on dit ce qu'on veut dire, et après, on ne s'organise pas autour de ces idées-là. En ce qui concerne le caractéristique du discours, le réformisme musulman représente une révolution culturelle pacifique. L'islamisme holiste activiste, c'est une révolution politique ou politico-religieuse, avec une violence qu'on peut appeler aisément violence symbolique, d'après la définition de Bourdieu. Pour le libéralisme humaniste musulman, c'est une révélation culturelle pacifique, comme le cas de réformisme musulman. En ce qui concerne le lien entre l'individu et l'État, pour le réformisme musulman, l'État égale somme de l'ensemble des individus. Donc cette conception s'inscrit aisément dans la pensée éthique, alors que dans l'islamisme holiste activiste, l'individu est défini à partir de sa confession, donc pensée politico-religieuse. Donc il y a une grande différence avec le réformisme musulman. Le libéralisme humaniste musulman, l'État, c'est ensemble des individus, pensée éthique aussi, comme dans le cas de réformisme musulman. Est-ce que ça va ? Alors je répète, désolé pour le français, mais est-ce que c'est le message, ça va ? Alors c'est bien. Donc pour aller plus loin dans la comparaison, donc moi, à partir de 3 facteurs, conception de l'espace étatique et de l'espace public, conception de la légitimité de l'État ou de la gouvernance, conception de la législation dans l'État. Donc à mon avis, ce sont les 3 éléments qui décident comment on va vivre ensemble. Donc on va faire une deuxième comparaison entre les 3 tendances, entre les 3 religiosités. En ce qui concerne le réformisme musulman, l'espace étatique ne doit pas être en conflit avec les principales valeurs islamiques qui font consensus, comme la liberté, comme l'adl, la justice, etc. Pour l'islamisme activiste holiste, l'espace étatique est dicté par le religieux, à 100%. Pour le libéralisme humaniste musulman, l'espace public doit être vidé de religieux au nom même de la religion. L'espace public pour le réformisme musulman ouvert aux religieux. Pour l'islamisme activiste holiste est saturé par le religieux.
pour le libéralisme humaniste musulman ouvert aux religieux, mais à condition qu'on utilise un langage non sectaire et non holiste. En ce qui concerne la légitimité de pouvoir, pour le réformisme musulman, la rationalité et le réformisme, ce sont les deux éléments fondateurs de la légitimité de pouvoir. Le pouvoir en place doit répondre aux besoins ressentis par la communauté. En ce qui concerne l'islamisme activiste ou holiste, révélation divine, religion, la religion ici utilisée comme un outil de légitimité politique. Pour le libéralisme humaniste musulman, la légitimité de pouvoir est fondée sur l'humanisme, la modernité et la légitimité électorale. En ce qui concerne la source de légifération, le réformisme musulman postule pour des lois qui ne sont pas divergentes avec les principaux fondateurs de Shara. Shara ici, ce n'est pas la Sharia, ce n'est pas la même chose. Shara, c'est le côté éthique de Sharia, qui est dissocié de la question de la légitimité du pouvoir. Donc il n'y a pas aucun lien entre la Sharia et la légitimité du pouvoir, mais simplement avec le code éthique de l'islam, qui s'appelle ici Ash-Shara. Pour l'islamisme activiste ou holiste, la Sharia, au sens positiviste, législation égale processus d'identité et principe constituant. Pour le libéralisme humaniste musulman, donc loi humaine, législation égale processus des régulations civiles. Donc la différence entre les trois tendances est bien claire. Donc ce sont les résultats de mes recherches. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples des discours sur lesquels je me suis basé pour donner ces résultats. Alors, en ce qui concerne la tendance musulmane réformiste, donc Mohamed Abdou, par exemple, a établi plusieurs critères de l'État légitime. Pour lui, l'État dans lequel la souveraineté s'inscrit via une loi issue de la volonté de la nation. Et la nation ici, c'est pas l'Umma, la nation ici, ça veut dire l'Umma al-Masriya, ou la nation égyptienne. Loi qui doit être appliquée auprès de gouvernants et de gouvernés. Donc, cette question de liberté, cette question d'égalité entre le gouverné et le gouvernant. Deuxième critère, l'État qui est basé sur le principe de la citoyenneté. Donc, à partir de Mohamed Abdou, on peut trouver des mots comme citoyenneté et pas du tout la question de l'Umma. On peut trouver quelquefois, on peut diviser Mohamed Abdou en deux parties. Donc, Mohamed Abdou avec Gamal el-Din el-Afghani et Mohamed Abdou après le retour de l'exil. C'est une autre personne. Donc, tous les discours que j'analyse aujourd'hui, c'est Mohamed Abdou après le retour. Parce que Mohamed Abdou avec Gamal el-Din el-Afghani, c'était exactement, il dit la même chose que l'islamisme, on va voir comment, avec des discours de Gamal el-Din el-Afghani. En rédigeant le programme de parti nationaliste dont Mohamed Abdou fait partie, et c'était un des fondateurs de ce parti nationaliste égyptien, donc il met en relief que ce parti doit être un parti politique non religieux, composé d'adhérents de toute confession, sans aucune distinction, comme des frères égaux qui œuvrent en faveur de l'Égypte et pas en faveur de l'Umma ou de l'islam, etc. Deuxième exemple que je donne aujourd'hui, c'est un jeune journaliste égyptien qui travaille à l'Ahram, c'est un journal très connu en Égypte, qui s'appelle Salah Salem. Il préconise pour une arabité et un islam sans idéologie para-étatique et sans autoritarisme. Excusez-moi, j'ai oublié sans autoritarisme. Donc, il préconise pour une arabité et un islam sans idéologie para-étatique et sans autoritarisme. Je le cite, le panarabisme a échoué quand il a transformé l'arabité culturelle en une idéologie politique à imposer aux pays arabes. Et ce fut fait de la même manière que lors de la révolution communiste en Iran, sans dépassant la réalité de l'État-nation qui était dans une phase d'enracinement politique sur la base d'une diversité culturelle locale irréfutable. Donc lui, il est pour un islam, pour une arabité, mais sans idéologie ni un pouvoir. Le document de l'Azhar aussi, c'est le troisième exemple à donner. Dans le document de l'Azhar qui a été fait en Égypte après le printemps arabe, en 2011,
Donc on voit parmi les 3 articles premiers, l'objectif majeur de ce document de l'Azhar, c'était soutenir la création d'un État national, constitutionnel, démocratique et moderne, basé sur une constitution approuvée par la nation égyptienne, c'est-à-dire l'Umma al-Masriya, qui assure la séparation de pouvoir. Donc un 3e exemple moderne, très moderne, en 2011, pour montrer qu'est-ce que ça veut dire le réformisme musulman dans mon intervention. En ce qui concerne la tendance islamiste activiste holiste, donc je commence par Gamal Eddin el-Afghani, que je le considère le fondateur, le vrai fondateur de l'islam politique. C'est pas Hassan el-Banna pour moi, d'après mes analyses. On peut voir les graines de l'islam politique à partir de Gamal Eddin el-Afghani. Je sais que Gamal Eddin el-Afghani est présenté dans beaucoup de livres comme réformiste, d'accord, mais il y a beaucoup de questions que se posent autour de lui maintenant. Est-ce qu'il est afghan, iranien, perse? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Moi, j'ai des documents dévoilés très récemment dans une thèse faite en Perse par un de sa famille, en disant qu'il était perse, et avec des lettres de sa part de communication avec le pouvoir de l'époque en Perse, pour lui décrire exactement qu'est-ce qu'il a fait en Égypte, tout ça. D'accord. Alors, Gamal Eddin el-Afghani dit: le musulman ne s'engage pas par des liens nationaux ou ethniques, mais par les liens qui les unissent tous, la religion. C'est pourquoi le Marocain ne contestait pas l'autorité des Turcs, le Perse ne protestait pas la domination de l'Arabe sur lui, et l'Indien se soumet à la direction de l'Afghan. Il n'y a de nationalité pour le musulman que dans la religion. L'exemple de Hassan el-Banna aussi, c'est clair, il va dans le même sens. Al-Qaradawi aussi, qui est considéré comme le guide suprême actuel de frères musulmans. Donc, il a précisé 3 critères pour un État islamique. Une référence islamique qui a comme objectif d'établir sur la terre la disposition et le jugement du ciel et appliquer entre les gens les ordres de Dieu. 2e critère pour lui, je le cite toujours, un État mondial qui ne se limite pas aux frontières géographiques, un État délimité, un État basé sur une idée, sur une doctrine religieuse. 3e critère, un État basé sur des principes d'unicité, unicité de Dar el-Islam, c'est-à-dire pas des partis géographiques, pas des patries géographiques, l'unicité de référence législative, le Coran, la Sunna, et l'unicité de la direction, grand imam au calife. Louis, il dit d'une façon franche, en cas de conflit entre la loyauté envers la patrie et la loyauté envers la religion, c'est cette dernière qui prévaut, car la patrie a des alternatives, d'autres patries, mais la religion n'a pas d'alternative. Donc il est très clair. Des exemples de la tendance musulmane libérale, donc Ahmad Lutfi Saïd, qui est le père fondateur du libéralisme en Égypte, et il dit que la terre de l'islam est il dit que dire que la terre de l'islam est la patrie de tous les musulmans est une règle colonialiste qui doit être remplacée par la doctrine de patriotisme nationaliste. L'islam n'est pas une patrie, watan, et avoir la même confession religieuse n'est pas suffisant pour avoir une patrie. Taha Hussein, il va dans le même sens, mais j'aimerais terminer mon intervention par 2 figures, 2 intellectuels très, très à la mode maintenant en Égypte. Le premier, c'est Saad Eddin Hilali, qui est le chef de département de Fiqh al-Muqaran, de Fiqh comparatif au Caire, qui dit, lui, l'humanité de l'islam signifie la diversité et le pluralisme des interprétations. L'islam doit être comme la Mecque, autour de laquelle la prière est exceptionnellement permise dans tous les sens. Donc lui, il a trouvé une solution, voilà, le pluralisme de l'islam est la solution à nos problèmes actuels. Une autre voie, donc Abdelgawad Yassine, qui était un islamiste, maintenant il est plus islamiste bien sûr, c'est un juge égyptien qui vit actuellement aux Émirats Arabes Unis. Donc lui, il a trouvé une autre solution, donc le post-texte. Aujourd'hui, on a presque tous parlé du texte. Abdelgawad Yassine, il renonce au texte figé comme dynamique à travers lequel
on assigne des concepts de la religiosité dans la catégorie de sacré et de catégorie de la religion dans des formules absolues et collectives. Est-ce que c'est clair la phrase ou non? Louis, dans son livre paru en 2011, il divise le texte sacré en deux parties. La première partie qui représente 5% seulement du texte sacré, croire en Dieu et un cadre éthique partagé par toute l'humanité, la justice, la liberté, etc. Le reste du texte qui représente 95% de texte, bien que ça s'écrit dans le texte sacré, mais il n'est pas sacré, on ne doit pas le suivre, on s'arrête là. C'est comme une histoire exactement à partir de laquelle on voit comment vivaient nos ancêtres, mais on s'arrête là, c'est fini le texte. Et c'est pour ça que j'appelle son approche un post-texte. Donc une solution post-texte proposée par Abdelgawad Yassine. Pour la conclusion, donc, d'après les discours et les textes analysés, nous avons trois conceptions de la tendance, de l'appartenance et du territoire. Donc la première, islamiste, l'appartenance est exclusivement à la religion. Le territoire n'est pas délimité par des frontières étatiques. Les territoires musulmans sont les territoires où il soit une majorité ou soit même un seul musulman. Tout ça, c'est dans l'islam, d'après une définition. Pour la tendance réformiste musulman, qui représente la deuxième religiosité, l'appartenance est plutôt à l'État-nation. Les territoires étatiques sont alors reconnus. Une deuxième appartenance pan-islamique ou pan-arabique émerge seulement quand ces territoires-là sont menacés par des forces ou par de non-musulmans. Pour la tendance humaniste musulmane, l'appartenance est exclusivement à l'État-nation. Les territoires étatiques sont à respecter. La défense d'une cause liée au territoire prend une forme plutôt humaniste. Ces trois religiosités, ou plutôt c'est la mise en tension de ces trois religiosités, s'est reflétée sur la société arabe musulmane par des conflits identitaires qui déchirent le monde arabe musulman depuis l'émergence de l'islamisme jusqu'à maintenant. Pour trouver une explication, donc on va donner la définition de Pierre Bourdieu de l'État. L'État, pour lui, repose sur un certain nombre de présupposés concernant la manière de construire la réalité sociale et que cet État est en mesure d'universaliser dans les limites d'un territoire ces catégories de perception. Selon cette logique, c'est moi qui ai dit, une nation est l'ensemble de gens qui ont la même catégorie de perception de l'État. Si on va appliquer cette définition sur un État musulman, donc on va comprendre pourquoi il y a tant de conflits. Parce que nous avons trois tendances, nous avons trois religiosités qui cohabitent ensemble avec des conflits. Ces conflits dépassent amplement le cadre des sociétés à majorité musulmane avec des phénomènes tels que la violence au nom de l'islam, le mouvement migratoire, les exodes et les conflits identitaires dans des pays d'immigration. Donc, parce que ma spécialité, c'est la science appliquée, donc je donne à la fin deux solutions. C'est comme je fais aujourd'hui, donc j'ai mis en lumière aussi deux tendances qui ne posent pas de problème de l'islam, comme le réformisme, qui s'inscrit toujours dans un moment de va-et-vient entre l'autonomie et l'autonomie de l'être humain, et le libéralisme humaniste musulman. Et il faut plus d'études pour montrer que ces deux tendances existent dans le monde arabe et chez le musulman. Deuxième solution que je donne, il faut critiquer l'islamisme. Et l'islamisme ici sans S, parce que je mets tous les islamistes dans l'islamisme, parce qu'en fin de compte, la finalité, stratégiquement, la finalité, c'est la même, c'est appliquer une loi qui n'est pas humaine, c'est appliquer la charia. Alors donc, il faut critiquer cet islamisme, d'accord? Et critiquer l'islamisme, ce n'est pas de l'islamophobie, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui font ces critiques-là. Merci beaucoup.